Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, comme l'indique le titre de mon intervention, je vais prendre occasion du travail que l'on mène à la grande édition Marx Engels, donc publié aux éditions sociales depuis 2008, pour soulever un certain nombre de problèmes théoriques que pose le travail de traduction de Marx aujourd'hui. Alors je formulerai les choses de façon un petit peu expéditive et un petit peu ramassée, et je développerai ça plus dans le texte qui sera publié. Et si jamais voilà il y a enfin je pense qu'un certain nombre de choses seront occasion de discussion, donc voilà, je suis content qu'il y ait une discussion assez longue pour qu'on puisse revenir sur un certain nombre de points. Bon, donc voilà, je pars de ce travail-là pour, disons, dire en quelques mots quels sont les enjeux, quelques-uns des enjeux soulevés par le travail de traduction de Marx. Et donc je précise aussi tout de suite que je vais me concentrer plutôt sur les textes de Marx, mais il y aurait aussi beaucoup à dire sur, évidemment, sur les textes d'Engels, puisque la grande édition Marx-Engels, il y a quand même Marx et Engels dedans. Et bon, pour diverses raisons, c'est pas du tout par mépris envers Engels, hein, absolument pas. C'est parce que moi, il se trouve que je travaille plutôt sur les textes de Marx dans le cadre de de ce travail-là. Mais bon, voilà, je précise qu'on pourrait dire aussi à peu près la même chose que ce que je vais dire à propos de Marx, à propos d'Engels, quoique, bon, voilà. Donc, il me semble que le point central, si vous voulez, qui commande tous les autres problèmes que je vais soulever, c'est le suivant, c'est que la traduction de Marx, aujourd'hui et depuis au moins les années 70, on va dire, avec des nuances, mais bon, en gros, et pour l'essentiel, entrer dans ce qu'on pourrait appeler son âge scientifique, si vous voulez. De même qu'en Allemagne, ils sont depuis un certain temps au stade de l'édition scientifique de Marx, et bien nous, de même, nous sommes en partie au moins dans l'âge de la traduction scientifique de Marx. Mais alors, bon... évidemment, la nature même des textes de Marx interdit que le travail savant de traduction, si vous voulez, soit à lui-même sa propre fin, c'est-à-dire que Marx, ça n'est pas un objet d'érudition savante et universitaire au même titre qu'un philosophe de la Renaissance, par exemple. C'est-à-dire que voilà, l'enjeu central, à mon avis, et c'est une des discussions qu'on a souvent avec les collègues traducteurs et traductrices de la GEM, c'est celui-là, c'est-à-dire comment faire en sorte que notre travail scientifique soit, d'une certaine manière, bien taillé sur ce que sont les textes de Marx, qui sont pas seulement voilà, des objets qu'on pourrait prendre de façon complètement extérieure et complètement historique, mais qui voilà, ont un intérêt actuel, ont une importance actuelle. Et j'ai envie de dire, plus on les connaît de près et plus on rentre dans les détails et plus on se rend compte à quel point ils ont un intérêt actuel. Et voilà, l'idée c'est de se poser la question de façon générale, comment mettre en quelque sorte nos compétences scientifiques d'une certaine manière au service de la traduction de Marx, afin de faire ressortir son intérêt actuel, quoi. C'est-à-dire que, encore une fois, le travail d'érudition, nous on le conçoit pas du tout comme quelque chose d'auto-subsistant, quoi, d'autonome, qui aurait une valeur en soi. L'objectif est quand même un peu d'inscrire Marx dans le débat d'idées, de réinscrire Marx dans le débat d'idées actuel. Bon. Ça, c'est le point général, si vous voulez. Alors après, les problèmes plus précis que je vais soulever sont de 4 ordres. Je vais aller assez vite, mais je soulève 4 types de problèmes. Premièrement, des problèmes qui sont liés au choix des textes traduits. Deuxièmement, des problèmes qui sont liés au statut des textes qu'on traduit. Troisièmement, des problèmes qui sont liés à la pratique générale de la traduction de textes théoriques. Et quatrièmement, des problèmes qui sont très spécifiques aux textes de Marx sur lesquels on travaille. Donc je vais exposer ça un peu rapidement. Bon, premièrement, le choix des textes. Évidemment, quand on traduit Marx, bon, alors ça prend du temps. On peut
on n'est pas beaucoup, on peut pas publier énormément de volumes, mais il faut quand même qu'on se pose la question de quel texte on choisit de traduire, puisque tout simplement ce qui est en jeu, c'est la question que je pourrais formuler de la manière suivante, c'est-à-dire quel Marx. Quel est le Marx qu'on va donner à lire, puisque évidemment l'œuvre de Marx est absolument tentaculaire, elle est écrite en au moins 3 langues différentes, avec des types de textes extrêmement différents qui vont de la liste de courses jusqu'au livre 1 du Capital, et il y a tout un type de textes intermédiaires, des articles de journaux, des lettres, etc., etc. Et l'enjeu, c'est évidemment de se poser la question de comment on va faire pour donner accès au public français comment on va faire pour donner accès au public français à la totalité, ou disons à une image assez précise de la diversité extrême de ces textes-là. Alors, le problème se pose en plus de façon un petit peu plus précise dans le cas du travail scientifique sur Marx, et notamment du travail qui se fait à l'université, puisque il apparaît, bon, je présuppose que c'est un constat exact, ce qui pourrait être discuté, mais il apparaît que globalement, c'est plutôt dans le cadre des études, des départements, des UFR de philosophie que Marx est actuellement étudié. Et bon, par exemple, à la GEM, la plupart des traducteurs et traductrices sont des philosophes de formation. Et voilà, moi je me suis tout simplement fait un jour la réflexion que quand je cherchais un livre de Marx dans une librairie, il fallait que j'aille au rayon philosophie. Bon, ça va pas de soi en fait que Marx soit un philosophe. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a un apport philosophique de son travail, ça c'est absolument incontestable, mais qu'il soit un philosophe, bon, c'est pas absolument évident. Et donc si vous voulez, nous aussi on essaye de se demander comment faire pour, dans notre champ scientifique à nous, si vous voulez, en tout cas, au moins manifester la différence de Marx par rapport aux autres philosophes qu'on étudie, quoi. Encore une fois, mon exemple préféré, c'est Pic de la Mirandole, philosophe de la Renaissance du XVe siècle. Voilà, on n'étudie pas Marx, on lit pas Marx, et on se sert pas de Marx de la même manière que Pic de la Mirandole. Bon. Donc il y a disons un enjeu qui est important, et en plus évidemment on part pas de nulle part, il y a déjà tout un corpus de traduction française de Marx qui est très conséquent et souvent très solide, quoi. Mais on doit toujours se poser la question de comment faire en sorte pour rendre visible l'image générale du travail de Marx tel qu'il est vraiment, quoi. C'est encore pour le dire rapidement, c'est pas seulement en décortiquant les manuscrits de 44 comme le font un certain nombre de personnes à l'université qu'on va comprendre ce que fait Marx en réalité, quoi. Bon, ça c'est la première ordre de remarque. Deuxième ordre de remarque qui concerne le statut des textes. Alors ce que j'appelle de façon un peu imprécise l'âge scientifique de la traduction de Marx, ça consiste notamment à se référer aux éditions scientifiques des textes de Marx. En l'occurrence, c'est l'édition scientifique des textes de Marx, comme vous le savez, c'est la MEGA, la Marx Engels Gesamtausgabe, publiée en Allemagne depuis 1975 et qui continue à sortir régulièrement. Et pourquoi se référer à ces textes-là, ça soulève un certain nombre de questions, parce que tout simplement l'édition allemande des textes de Marx consiste à les publier absolument tels qu'ils nous ont été transmis. C'est-à-dire publier tous les textes tels qu'ils existent, ou au maximum sans les recomposer en fonction de logique éditoriale propre aux éditeurs, quoi, mais à leur donner au public l'accès à ces textes tels qu'ils sont. Bon, alors ça a en fait ça présente un enjeu fondamental pour les textes de Marx, puisque comme vous le savez, il y a une grande partie des textes de Marx qui sont des brouillons. Voilà, des piles de papier sans ordre apparent, quoi. Et
Ça se voit notamment dans l'édition qui vient juste de sortir en Allemagne de l'idéologie allemande, qui bon voilà, c'était un peu l'Arlésienne des éditions des livres de Marx. Ça faisait 10 ans qui nous vendait la future édition de l'idéologie allemande. Donc elle vient de sortir, c'est une monstruosité qui fait 2000 pages, mais elle existe. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les textes, ils les ont datés, et ils les ont mis dans l'ordre de leur rédaction. Et alors du coup, ça donne une image assez étonnante de l'idéologie allemande, puisque voilà, ça ne se présente pas comme une sorte de corps de doctrine déjà constitué, mais comme une liste de brouillons de recherche. Et de manière générale, ça vaut aussi pour le Capital, puisque maintenant qu'on a accès à l'ensemble des brouillons de recherche sur 25 ans de Marx sur le Capital, on voit aussi que finalement, ce qui est important, c'est pas tellement la fixation en doctrine arrêtée, mais c'est plutôt le mouvement de recherche. Et notre rôle de traducteur, nous semble-t-il à la GEM, c'est de donner accès à ce travail de recherche de Marx, ce travail de recherche qui est toujours en évolution. Alors, je dis pas évidemment que Marx n'a pas atteint des résultats. Évidemment, enfin, il a atteint plus de résultats que la plupart des autres gens qui ont foulé cette planète depuis qu'elle existe. Mais disons que là où il est le plus intéressant, c'est peut-être même pas dans les points de fixation qu'on pourrait identifier dans son œuvre, c'est plutôt dans les directions de recherche qu'il a cimentées de façon assez précise. Et voilà, l'idée, c'est de donner accès à ça, quoi, de donner accès au travail d'élaboration de Marx. Et ça, bon, je le dis assez rapidement, ça donne des éclairages assez intéressants, par exemple sur la question de la baisse tendancielle du taux de profit, qui est un truc qu'il en fait retravaille pendant une vingtaine d'années. Et bon, voilà, je dis ça assez brièvement. Troisième point, je vais aller très vite là-dessus parce que ça pose des questions qui sont qui sont abyssales, quoi. Voilà, juste un point bref sur le fait que que traduire, c'est toujours être déjà pris dans une histoire des traductions et qu'on peut pas faire comme s'il y avait pas depuis quelques centaines d'années des gens qui traduisaient des textes théoriques en français. Et il y a quand même un problème qui est assez spécifique à l'histoire des traductions en France. C'est tout simplement que la traduction ne fait pas problème en France. Puisque, bon, alors ça, je le dis comme ça, de façon extrêmement dogmatique, il faudrait remonter au moins jusqu'à Richelieu pour le démontrer de façon précise, mais en gros, l'histoire de la langue française fait que traduire en français, c'est toujours réécrire en français, faire l'honneur à un texte d'être réécrit en français, et que par conséquent, on n'a pas tellement à se poser la question de la manière dont on le traduit, parce que de toute façon, on va l'améliorer en le traduisant en français. Bon, alors... évidemment, ça c'est pas vraiment sérieux comme manière de traduire, mais c'est quand même très puissamment incorporé dans le rapport qu'on a à la langue française. Et je peux témoigner que quand on traduit un texte, parce que les traductions de la GEM sont des traductions collectives, donc généralement on discute assez longuement, et on se pose toujours la question, mais est-ce que c'est français ça? Est-ce que c'est du bon français? Voilà. Et bon, en fait l'enjeu un des enjeux importants de ce point de vue-là, c'est quand même d'accepter un moment de renoncer à l'idée qu'on va mettre les textes en bon français, parce que tout simplement, si on réécrit les textes en bon français, on présente au public un texte qui est autre chose que le texte original. Donc l'objectif, c'est quand même de donner accès au maximum, alors je dis bien au maximum au public français, aux textes de Marx eux-mêmes dans toute leur complexité et dans toute la diversité d'interprétations qu'il propose. Et donc, si vous voulez, l'idéal d'une bonne traduction, c'est une traduction qui est sujette au même nombre d'interprétations que le texte original. Bon, c'est un idéal régulateur qu'on n'atteindra jamais vraiment, mais c'est un peu ça qu'on vise quand même. Et donc, la manière là qu'on a adoptée, qui est déjà une tradition bien ancrée qu'on a adoptée à la GEM pour faire ça, c'est tout simplement de donner dans la traduction la manière dont on l'a construite. C'est-à-dire de donner un appareil scientifique qui explicite au maximum la manière dont on a produit la traduction en question. Ça, l'image que j'aime bien pour ça, c'est qu'une bonne traduction, ça ressemble un peu au centre Georges Pompidou. C'est-à-dire c'est un truc où l'échafaudage est au dehors, quoi. On voit l'échafaudage, on voit les conduites d'aération, les tuyaux et tout. Voilà,
on ment pas sur la manière dont on a produit la traduction en question. Voilà. Alors ça, bon, je dis ça assez rapidement. Dernier point, après je m'arrête. Dernier point, c'est une question qui est vraiment très liée à ce que sont les textes de Marx. Je reviens sur ce que je disais sur la diversité, l'évolution, etc., etc. Bon, l'enjeu central, à mon avis, qui concerne les textes spécifiques de Marx. On pourrait dire un peu la même chose d'Engels, mais je me concentre sur Marx. C'est de réussir dans la traduction à faire ressortir à la fois leur extrême diversité, la multiplicité des formes, la multiplicité des objets, etc., etc., et en même temps leur très très solide cohérence. Et il me semble qu'en fait ce double aspect inséparable de l'œuvre de Marx ne peut apparaître dans une traduction que si on a une politique cohérente et unifiée de traduction. C'est pour ça que la grande édition Marx Engels a quand même pour objectif d'être un seul projet cohérent. C'est pour ça. Et ça justifie aussi la politique de retraduction, parce qu'il y a un certain nombre de traductions qui sont publiées dans la GEM qui sont des retraductions de textes qui existaient déjà en français, mais c'est dans cet objectif-là, si vous voulez, de donner une image globale de la chose. Alors je dis simplement que c'est quand même assez décisif, par exemple, si on pense au Capital de Marx, donc le Capital qui n'est pas seulement réductible ni à ce que Marx en a publié du livre 1, ni à ce que Engels en a publié des livres 2 et 3, mais qui en fait constitue une masse de brouillons, de recherches et de différentes rédactions qui couvrent je veux pas dire une bêtise, mais au moins des milliers de pages dans l'édition allemande. Bon, ça représente quand même un certain nombre de gros volumes assez effrayants. Et le point notamment auquel on est assez sensible dans notre travail de traduction, c'est un point qui a déjà été souligné dès la fin des années 1970 par les gens qui ont traduit d'abord les Grundrisse, puis ensuite qui ont retraduit le livre 1 du Capital, etc., qui est la sensibilité à l'architecture logique et conceptuelle du discours de Marx, qui notamment, malheureusement, dans les traductions existantes des livres 2 et 3, pour l'instant, a du mal à ressortir. Donc la sensibilité à l'appareil catégoriel que Marx construit pour penser ce qu'il essaye de penser dans le Capital. Et alors il se trouve que cet appareil catégoriel, comme vous le savez, il en reprend en tout cas en grande partie la terminologie à Hegel. Alors du coup, nous on se pose la question quand on traduit des textes de Marx. Une de nos questions centrales, en tout cas, c'est de savoir comment faire ressortir ces emprunts de Marx à Hegel. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est déjà avoir une position déterminée sur le rapport de Marx à Hegel. Et oui, Marx, en fait, ne s'est jamais complètement défait de Hegel, etc. Non, alors c'est pas ça le point. Le point d'être attentif à ce réinvestissement d'une terminologie hegelienne dans les traductions notamment du Capital de Marx, c'est qu'en fait, c'est la seule manière pour que puisse, à la lecture de la traduction française, se poser loyalement la question du rapport de Marx à Hegel. Vous voyez que c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas prendre une position déterminée sur, en fait, Marx est resté hegelien, pas du tout. C'est une manière de faire en sorte qu'en lisant la traduction, on puisse se poser la question de qu'est-ce que Marx fait de ces choses qu'il reprend à Hegel. Donc voilà, je m'arrête là. Évidemment, je rentrerai un peu plus dans les détails dans le texte qui sera publié, et on rentrera même encore plus dans les détails quand on publiera un volume dans je sais pas combien de temps, 1 an et demi, 2 ans, qui s'intitulera Traduire Marx, et où là on prendra une ou deux centaines de pages pour expliquer ce genre de choses plus en détail, et justifier d'une certaine manière pourquoi notre échafaudage ressemble à ça et pas à un autre. Voilà, je vous remercie.